Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-saoudiennes et ce, à la lumière de la rencontre qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi vendredi dernier avec le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman. Voilà une rencontre qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh. Beaucoup de dossiers d'intérêt commun ont été évoqués, que ce soit sur le plan en fait régional qu'international, ainsi certainement que les dossiers économiques. Ça va être pour la partie débat, mais pour commencer, c'est comme d'habitude avec l'actualité et on commence justement avec aussi le président Abdel Fattah el-Sisi qui a insisté sur l'importance de renforcer la coordination et la consultation, ainsi que les consultations avec le Pakistan et ce vis-à-vis des divers dossiers régionaux, ainsi que les sujets d'intérêt commun. Ceci est intervenu au cours d'une rencontre avec le général de corps d'armée Nadim Reda Raza, chef d'armée-major des forces conjointes pakistanaises, en présence du ministre pakistanais de la Défense et l'ambassadeur du Pakistan au Caire. La rencontre a porté sur la coopération dans le domaine sécuritaire et militaire, comprenant les visites réciproques des grands responsables ainsi que l'organisation du comité de la défense conjointe. La réunion a également évoqué les derniers développements au Moyen-Orient et le monde islamique. À cet égard, les deux côtés se sont mis d'accord sur le renforcement des efforts communs afin de préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. La 5e conférence des présidents des cours constitutionnelles africaines se poursuit aujourd'hui au Caire. La réunion tenue justement du 11 au 16 juin sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi vise à coopérer avec les pays africains pour évaluer les législations judiciaires et les lois à la lumière des changements et des défis auxquels le continent et le monde entier font face, dont le Covid-19. Cette conférence est visée à réunir les juges africains sous l'égide du Caire pour discuter et se consulter sur certaines questions importantes d'intérêt commun, en particulier les questions liées à la bonne performance judiciaire et à la réalisation du développement dans le continent africain. Il est à noter que l'axe principal de cette 5e édition est la lutte contre la pandémie du coronavirus et le terrorisme qui menace la stabilité et la sécurité dans toute la région. Et justement, en marge des travaux de cette conférence, notre collègue Nawal El-Hadari a eu cet entretien avec M. Ousmane Sako, juge constitutionnel de Guinée. Toujours sur Night TV International, on a le grand plaisir de recevoir aussi les représentants de la magistrature guinéenne. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ousmane Sako, qui est juge constitutionnel dans les conseils, au sein des conseils constitutionnels guinéens. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte. Bienvenue, merci à vous. Cette 5e réunion de la magistrature, que ce soit des chefs, des présidents des cours constitutionnels suprêmes ou conseil constitutionnel africain, que représente-t-elle pour vous? D'abord, l'importance de cette réunion réside dans sa diversité, diversité linguistique, diversité culturelle et diversité juridique. Étant donné que nous avons des constitutions presque différentes ou qui parfois ont des similitudes, et cette rencontre permet de partager des connaissances ou même des jurisprudences sur des thèmes aussi fécondants que constitue le terrorisme actuellement dans le monde, mais aussi la protection de l'environnement, mais aussi l'électronique, des échanges électroniques. Donc son importance réside dans sa diversité, ce qui peut nous permettre à tous les juges constitutionnels de se partager des connaissances, des expériences, mais aussi la jurisprudence constitutionnelle.
Alors, Monsieur Sacco, la numérisation, la justice électronique font partie des piliers de cette 5e réunion. Dans quelle mesure ça peut être appliqué pour le continent africain, après cette pandémie de la Covid-19 et aussi pour rendre les services plus faciles pour le citoyen africain? Vous savez, avec la modernisation et l'avancée en matière électronique ou numérique, aujourd'hui les échanges sont très faciles, puisque aujourd'hui toutes les décisions rendues, notamment par la Cour constitutionnelle de Guinée, sont sur le site. Et notamment également, on peut se rendre sur les différents sites des autres juridictions constitutionnelles pour pouvoir prendre ou visiter la jurisprudence et échanger par voie électronique les décisions récemment rendues, soit par la Guinée, par le Gabon, l'Égypte, etc. Donc on peut rester sur place aujourd'hui, ne pas dire qu'il y a la Covid, etc. et échanger par voie électronique. Mais ceci renvoie à l'utilité de trouver de nouvelles débouchés constitutionnels pour légiférer justement cette prise de numérisation d'expansion. Comment vous allez faire? Quel est votre plan sur le plan de la rénovation des lois? Effectivement, la Guinée vient d'adopter la loi sur la numérisation par des échanges par voie électronique. Cette loi existe il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'aucune loi n'est parfaite. Et comme aujourd'hui, l'un des thèmes porte sur la numérisation, etc., par des échanges électroniques, la Guinée va profiter de cette expérience pour voir quelles sont les limites de cette loi et comment améliorer également cette loi par rapport aux autres pays. Monsieur Ousmane Sacco, bienvenue dans votre 2e pays, l'Égypte. Merci, je vous remercie. Je souhaite de passer un excellent séjour. Madame. Justement, toujours en marge de la 5e conférence des présidents des cours constitutionnelles africaines qui se poursuit justement au Caire. Je vous rappelle qu'il s'agit de réunions qui se déroulent entre le 11 et le 16 juin courant. Notre collègue Nawal El-Hardari a une série d'entretiens avec les représentants de la magistrature africaine, dont la magistrature guinéenne. Tout de suite, cette interview avec Madame Fatouma Tanou Rouga, juge constitutionnelle. Sur la TV internationale, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Fatoumata Morgane, qui est juge constitutionnelle de Guinée. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue en République arabe d'Égypte, votre pays. Nous sommes très contents d'avoir la jurisprudence féminine est un atout et un objectif majeur dans cette 5e réunion. On va commencer par l'importance par la Guinée de cette 5e réunion et des autres réunions qui ont eu lieu ici au Caire. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je voudrais dire que c'est avec plaisir que la Guinée participe à cette 5e rencontre et que pour la Cour constitutionnelle de Guinée, c'est très important de partager avec les autres pays parce que cette rencontre d'Égypte est une opportunité pour chaque juge constitutionnel, que ce soit des cours des conseils, mais aussi des cours suprêmes, d'échanger sur les différentes expériences, de partager les expériences et de pouvoir faire en sorte que les acquis puissent profiter à chacun des pays. Et c'est ça qui peut faire avancer la jurisprudence. Madame Tamorgane, cette question de pandémie de Covid-19 impose des changements impératifs en matière constitutionnelle. Quel est le plan de la Guinée en cette matière? Et surtout, parlez-nous de la coopération ici, égypto-guinéenne en la matière. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, beaucoup de choses ont été bouleversées, même la manière de travailler au sein de la Cour, parce qu'on a plus privilégié tout ce qui est contact et échange par les réseaux sociaux et ça nous a fait beaucoup avancer. J'avoue que la coopération entre la Cour constitutionnelle de Guinée et celle d'Égypte se porte bien et qu'il y a eu auparavant déjà des échanges avant bien cette rencontre et qu'au sorti de cette rencontre, ce serait encore plus d'expérience, notamment sur les questions spécifiques qui vont être débattues tout à l'heure durant les 4 jours de la rencontre, mais aussi sur le futur
dans la collaboration entre les deux cours constitutionnels. Et en tant que femme, j'espère qu'il y aura des aspects spécifiques liés et également à la promotion et à la protection des droits des femmes et qui pourraient nous faire avancer dans nos différents pays. Aussi, un des thèmes importants du moment que vous faites une représentation féminine de la magistrature africaine, un des points forts, le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur l'importance de l'expansion du rôle de la femme en matière jurisprudentielle et aussi constitutionnelle. En tant que femme, comment vous vous sentez par rapport à cette demande, requête du président Abdel Fattah el-Sisi? Comment vous voyez les efforts égyptiens en matière du droit constitutionnel? Je pense que les efforts sont les mêmes un peu partout en Afrique, et parce que je viens d'un pays où pendant 10 ans aussi le président a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes, et j'avoue qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine, et je pense que plus de femmes dans ce domaine pourraient faire avancer davantage les choses. Et c'est une bonne chose que le président Al-Sisi également fasse cette promotion. Alors, merci à vous de m'avoir accordé cet entretien. Bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte. Merci beaucoup, merci bien. Pour la troisième et dernière journée consécutive, le Forum de l'investissement en Afrique poursuit ses travaux à Sharm el-Sheikh. Le forum se tenait sous le thème de la complémentarité pour le développement. Le forum a examiné plusieurs dossiers, dont le renforcement de la participation du secteur privé en Afrique et le rôle du programme de réforme économique à renforcer la capacité des pays africains pour confronter les défis mondiaux et pour aussi limiter les impacts négatifs de la pandémie du coronavirus. Les participants avaient œuvré pour favoriser le continent africain, pour attirer les investissements étrangers, assurer une diversité économique et mieux exploiter les ressources naturelles. Notre collègue Noha Ala était sur place et a eu une série de rencontres avec les participants. Elle a eu surtout cette interview avec M. Thierry Badou de Côte d'Ivoire. Et voilà, je me trouve donc à Sharm el-Sheikh, toujours pour le forum Investir en Afrique. Cette fois-ci, c'est un premier forum en ce genre qui regroupe les différents directeurs des différents organismes des investissements en Afrique. J'ai à mes côtés donc Monsieur Thierry Badou, chef de service attraction des investissements, région Europe de l'Ouest, Amérique et Afrique du Nord, pour nous parler un petit peu plus de son point de vue. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que l'originalité de ce forum, de cette édition-là, c'est que les acteurs qu'elle met ensemble, c'est vraiment les décideurs de premier plan des agences de promotion d'investissement, c'est-à-dire les acteurs du terrain, ceux qui à la fois sont au niveau stratégique et opérationnel même de l'implémentation de tout ce qui est politique et action d'attraction d'investissement dans le continent, au niveau du continent africain. Voilà. Alors on sait que la situation mondiale est assez délicate avec non seulement la pandémie de la Covid-19, mais également car beaucoup de pays malheureusement ont une économie assez fragile suite à cette pandémie. En Afrique, on a plus que jamais besoin de se serrer les coudes et de trouver une coopération commune entre les différents pays. Est-ce que vous pensez que cette crise pourrait rassembler justement les pays ? Oui, tout à fait, parce que la crise a montré déjà qu'il y avait une fragilité au niveau mondial et que même les économies qu'on pensait les plus fortes ne sont pas forcément les plus à l'abri de ce genre d'aléas de pandémie-là. La crise aussi a montré que il était maintenant plus qu'urgent pour l'Afrique de développer au niveau interne, au niveau local, les différents ressorts de son développement économique.
Vous avez tous vu que le commerce mondial a été impacté, les mouvements de personnes au niveau de la planète ont été impactés. Ce qu'on attendait d'Asie, de Chine, n'est pas forcément toujours arrivé au moment attendu, au moment souhaité. Alors qu'à côté de nous, il y avait des pays voisins, par exemple, qui étaient en mesure de développer ces technologies ou les services ou les produits que nous demandions. Donc ça va ouvrir les yeux plus ou moins des pays africains sur l'importance qu'il y a de regarder à côté de soi pour trouver les expertises, les capitaux, les fonds nécessaires au développement d'économies qui soient, on va dire, endogènes. De sorte à ce que de façon intégrée au niveau du continent, nous puissions tous progresser ensemble. Et le fait que ce soit l'Égypte qui est à cheval entre deux continents, le continent, on va dire, Asie avec le Moyen-Orient et le fait d'être en Afrique, est-ce que ça peut être une ouverture justement pour un commerce plus équitable et plus divers ? Oui, bien sûr. Nous sommes dans une logique d'intégration. Et donc, le fait d'avoir au sein du continent africain des partenaires qui sont à la fois ouverts sur deux univers nous permet, nous, pays africains qui sont plus éloignés de ces espaces-là, de pouvoir, à partir donc de ces nations pivots-là, que sont l'Égypte par exemple, de pouvoir rebondir sur ces espaces commerciaux. Donc tout ça, c'est tout ça qui fait la force, la beauté et la richesse du continent africain. C'est d'avoir des civilisations qui sont à la fois ouvertes sur plusieurs horizons, plusieurs univers. Et aujourd'hui, il est important que nous comprenions tout simplement qu'il faille nous appuyer sur cette force-là interne, de façon à pouvoir créer à notre niveau un grand bloc qui soit assez solide, assez résilient, afin de pouvoir plus facilement nous ouvrir vers les autres. Sinon, il y a des opportunités ailleurs que nous ne pourrons pas capter parce que nous ne serons pas en mesure de le faire. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre interview pour notre chaîne Night TV International. C'est moi qui vous remercie et ça sera avec plaisir que nous reviendrons en Égypte à d'autres occasions pour donc participer à ce genre de plateforme. Merci à vous. Voilà, c'était donc Noha Aleh pour Night TV International de Sharm el-Sheikh pour le forum Investir en Afrique. Justement, donc, est toujours en marge du forum Investir en Afrique. Notre collègue Noha Aleh a eu aussi cette interview avec le directeur de l'agence burundaise de promotion des investissements, M. Désiré Mouchariste. Voici donc cette interview. Voilà, je me trouve donc à Sharm el-Sheikh où nous assistons aujourd'hui au premier forum en son genre, celui des chefs d'organismes d'investissement africains, car oui, le thème aujourd'hui c'est comment investir en Afrique et ce forum de 4 jours justement vous donnera les détails à travers différents débats. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés justement l'exemple d'un des 34 pays participants à cet événement très important, Monsieur donc Désiré Mouchariste, directeur de l'agence burundaise de promotion des investissements. Bonjour. Bonjour madame. Alors justement, dites-nous l'importance de cet événement. Cet événement relève une importance capitale pour les pays africains parce qu'il s'agit avant tout de se mettre ensemble en tant qu'agence de promotion des investissements, de se connaître, mais également de pouvoir promouvoir l'intégration au niveau africain pour pouvoir développer l'investissement dans nos pays. Alors, on sait que nous sommes frappés par une pandémie mondiale de la Covid-19. On sait que ça affaiblit beaucoup de pays africains qui vivent essentiellement du tourisme. Quels sont justement les plans que vous avez mis en place au Burundi, par exemple, pour pouvoir surmonter cette crise ? Nous avons d'abord mis en place des politiques qui permettent de faire fonctionner encore nos hôtels, donc aussi le secteur touristique, en y mettant plus de moyens du côté étatique et en faisant en sorte que nous puissions rassurer les visiteurs, donc les touristes, en appliquant les mesures certes strictes du Covid, mais en permettant à ce que le pays puisse continuer à recevoir les touristes. Nous avons aussi un programme de pouvoir soutenir le secteur touristique en détaxant ce secteur pour qu'il puisse se relever. Alors, vous le savez que depuis sa prise au pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi accorde une importance
donc de haut rang concernant le continent africain et les investissements en africain. Et il a toujours prôné de mettre en place enfin une zone commerciale franche entre les pays africains. Est-ce que vous pensez que justement avec la volonté du président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi de différents pays africains, est-ce qu'on verra un jour justement cette zone commerciale se mettre en place? Nous croyons à cette zone et nous pensons que c'est vraiment une très bonne initiative du président Sisi pour que cette zone réellement puisse avoir lieu et que nous pensons que cette zone pourra profiter à tous les pays africains afin qu'on puisse échanger au niveau commercial, mais également permettre à ce que les investisseurs des pays africains puissent investir dans les pays. Et nous pensons pouvoir y tirer un grand profit au niveau du Burundi parce qu'il s'agira de s'ouvrir sur l'ensemble des pays africains où on pourra faire du business ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Désiré. On espère que ce forum portera ses fruits. Merci infiniment pour votre interview. Merci. Voilà, une réunion très particulière a réuni vendredi dernier le président Abdel Fattah el-Sisi avec le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman. En fait, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui l'a reçu à Sharm el-Sheikh. Sur son compte officiel Facebook, le président a écrit qu'il était ravi de rencontrer le prince Mohammed bin Salman, qu'ils ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et qu'ils ont évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président a affirmé à cet égard la convergence de points de vue entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Justement, il a enfin salué les relations très particulières qui lient les deux pays et les deux peuples. Notre collègue Dalia Kalam vous propose ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman ont discuté vendredi de questions régionales et des relations entre les deux pays. Cette réunion a eu lieu dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré sur sa page Facebook officielle que leur réunion a porté principalement sur les moyens de développer les relations communes entre les deux pays. Les discussions se sont articulées notamment autour des moyens permettant de renforcer les relations économiques bilatérales, a déclaré le porte-parole de la présidence. Les deux dirigeants faisaient également le suivi et évaluation des nouveaux projets conjoints, notamment dans le secteur des investissements touristiques autour de la mer Rouge. Sur le plan politique, les deux parties se sont par ailleurs accordées sur le fait de poursuivre leurs efforts communs en vue de trouver des solutions politiques aux différents conflits dans la région et à affronter les dangers et les défis comme le terrorisme. Le président el-Sisi a souligné à cet effet l'attachement de l'Égypte à la sécurité du Golfe en tant qu'extension de la sécurité nationale égyptienne et le rejet catégorique de toute pratique visant à le déstabiliser. La visite du prince héritier saoudien s'inscrit dans le cadre de la coordination et de la concertation continue entre les deux pays à la lumière de la relation étroite qui lie Riyad au Caire, qu'il considère comme une pierre angulaire de la stabilité régionale. Pour rappel, les deux pays collaborent sur d'importants dossiers régionaux comme la guerre au Yémen et la lutte contre l'influence iranienne dans la région. Voilà, c'est donc le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli vendredi dernier à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire égyptienne sur la mer Rouge, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Ils ont en fait surtout parlé des relations bilatérales, mais aussi de beaucoup de dossiers d'intérêt commun, que ce soit sur la scène régionale ou internationale. Pour parler justement de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Laythi Nassef, qui est analyste politique. Bonsoir, M. Ahmed El-Laythi Nassef.
Bonsoir, madame. Voilà, des relations très privilégiées lient l'Égypte et l'Arabie saoudite, une concertation continue entre les deux parties, une convergence justement, comme l'a précisé le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, entre le Caire et Riyad, en ce qui concerne presque tous les dossiers d'intérêt commun. Tout d'abord, quel regard vous portez sur cette rencontre? Pourquoi aussi elle a eu lieu en ce moment? Je pense que cette rencontre vient dans le contexte de collaboration maximale entre l'Arabie et l'Égypte. On a pas mal de dossiers qui sont communs et je pense que les deux chefs d'État ont arrivé à une conclusion que c'est ce possible à chacun des deux pays de gérer les défis énormes qui se sont face à dans ce moment, seulement avec la coopération avec l'autre État. On sait très bien que l'Arabie est attaquée presque hebdomadairement par les Houthis qui viennent du Yémen, supportés malheureusement par l'Iran. Et ainsi, il y a pas mal d'essayer de circuler l'Arabie par des points forts subventionnés ou aidés par l'Iran. De l'autre côté, l'Égypte a pas mal de défis, surtout l'histoire du barrage de Renaissance en Éthiopie, qui est une histoire un peu bizarre, mais ça n'a rien à faire la logique. Et clairement, il y a quelque chose qui joue derrière les écrans, si vous voulez. Il y a des défis énormes pour les deux pays. Et je pense que les deux pays, un est la plus grande pouvoir économique dans les pays arabes et le Moyen-Orient, et l'autre, étant donné l'Égypte, la plus forte sur le niveau militaire et populaire. Donc la coopération entre les deux, c'est presque une obligation de chaque part pour que les deux pays réussissent les défis devant eux. Très bien. Quand on parle économie aussi, il faut rappeler qu'il s'agit d'une coopération stratégique qui lie l'Égypte et l'Arabie saoudite. En fait, l'Arabie saoudite est le 5e partenaire commercial de l'Égypte, son 4e fournisseur et son 5e client. Le royaume saoudien représente aussi le premier investisseur arabe en Égypte. Justement, quand on parle des dossiers économiques, justement, cette rencontre était aussi l'occasion de parler économie. Tout à fait, et on ne peut pas en même temps oublier que l'Égypte a un investissement très important en Arabie. C'est l'investissement en ressources humaines. On a presque de 4 à 5 millions d'Égyptiens qui déjà font presque 25% de la population saoudienne qui sont en train de travailler là-bas. On est en train d'aider l'économie saoudienne. Donc, il y a un échange pratiquement sur tous les domaines de tous les côtés. Donc, c'est très normal. C'est une relation très privilégiée. On ne peut pas oublier à nos confrères leur soutien à l'Égypte dans l'époque, l'année noire, où on avait les frères musulmans en pouvoir, et juste après, où l'Égypte a fait face à une déficit financière très importante, et c'était le roi Abdallah qui est sorti du norme, et il a aidé l'Égypte inconditionnellement, avec un aide presque infinie pour que l'Égypte ne rentre pas dans un dilemme dans des problèmes économiques même plus sévères. On ne peut pas oublier aussi le rôle qu'ils ont joué juste après que
après l'année des frères musulmans et comment le ministre des Affaires étrangères saoudien est parti en France, est parti en tous les pays de l'Europe et s'est rencontré avec les Américains pour confirmer le support et le soutien saoudien à l'Égypte. Et ça a joué un rôle très très important. Et je pense qu'on ne peut pas oublier leur rôle quand l'Égypte était plus ou moins faible dans cette époque et comment ils ont bien soutenu l'Égypte à cette époque. Et dès là, la relation est en train de avancer dans le bon sens. Et quelquefois, on a des opinions qui sont différentes, mais c'est très normal. Mais on est vraiment en train d'avoir une relation très très importante avec une coopération modèle entre nous, entre l'Égypte et nos confrères en Arabie dans cette époque-là. Parfait. Je vous remercie infiniment, M. Ahmed Elli. Sinon, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Je rappelle justement donc que les relations économiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite sont des relations très importantes, très particulières aussi. Je rappelle justement que l'Arabie saoudite est le 5e partenaire commercial, comme je viens justement de le préciser, le 5e partenaire commercial de l'Égypte, son 4e fournisseur et son 5e client. Je rappelle aussi que le royaume saoudien représente le premier investisseur arabe en Égypte. Les relations économiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite sont importantes. En 2018, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont signé un accord pour la création d'un fonds d'investissement commun de 10 milliards de dollars, dans le cadre de la visite du prince saoudien Mohammed Ben Salman au Caire. Le nouveau fonds devrait principalement servir au développement d'une méga-ville de plus de 1000 km² dans le sud du Sinaï. Il s'inscrit dans le cadre du développement du projet NEOM qui réunit l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite et qui devrait mobiliser un financement d'environ 500 milliards de dollars. Ce projet de fonds d'investissement financerait également d'autres projets en Égypte sélectionnés à partir de la carte des investissements du ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale, en particulier des projets liés au tourisme, à la Nouvelle Alamine, à Hurghada et dans le sud du Sinaï. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Arabie saoudite ont totalisé environ 6,8 milliards de dollars en 2019, une légère baisse par rapport au chiffre de 7,1 milliards de dollars enregistré l'année précédente, selon un rapport du gouvernement publié au Caire. En 2016-2017, l'Arabie saoudite est le 5e partenaire commercial de l'Égypte avec 3,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux, son 4e fournisseur avec 2,8 milliards de dollars d'importation et son 5e client avec 959 millions de dollars d'exportation. En 2016-2017, l'Arabie saoudite se classe au 5e rang des investisseurs en Égypte avec un total de 344 millions de dollars d'investissements directs étrangers et représente le premier investisseur arabe en Égypte. L'Arabie saoudite est le principal créditeur étatique de l'Égypte avec 7 milliards de dollars, soit 37% de l'endettement total. La quasi-totalité de ces créances correspond à des dépôts auprès de la Banque centrale d'Égypte. En 2016, les deux pays ont signé un accord tripartite pour la fourniture à l'Égypte de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pendant 5 ans. Et enfin, plus de 1,5 million d'Égyptiens travailleraient en Arabie saoudite, contribuant une part importante des 13,3 milliards de dollars transférés par les migrants vers l'Égypte en 2016-2017. Voilà, cette fois-ci, on parle des relations surtout économiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rizk Chahata, qui est analyste politique. Vous êtes à Paris. Bonsoir, M. Rizk Chahata.
Voilà, nous allons essayer de rejoindre M. Reza Shahata, mais justement pour le moment, nous allons parler des Émirats arabes unis. En fait, les États membres des Nations unies réunis en Assemblée générale ont élu vendredi les Émirats arabes unis pour siéger au Conseil de sécurité des Nations unies aux côtés de l'Albanie, du Brésil, du Gabon et du Ghana pour le mandat 2022-2023. Nous allons retourner justement à ce sujet, mais heureusement, nous avons avec nous M. Reza Shahata. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Bonsoir, M. Reza Shahata. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci pour vous justement. Et justement, nous parlons des relations égypto-saoudiennes et surtout les relations économiques. Je rappelle que des relations économiques très particulières lient les deux pays. Quel regard vous portez justement sur la coopération économique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite? Bien sûr, notre relation avec l'Arabie saoudite est une relation primordiale dans la région qui n'est pas stable du tout. Moi, je félicite notre président pour sa politique dans la région. Et l'allié saoudien, pour nous, est quelque chose de très important. L'Égypte et l'Arabie saoudite sont la rive gauche et la rive droite de la mer Rouge. Et donc, la mer Rouge, qui lui, il a la position stratégique du canal de Suez au nord, et puis le golfe de Bab el-Mandeb au sud, fait qu'il est primordial qu'une relation stratégique sera développée tout le temps avec l'Arabie saoudite, avec Sa Majesté le roi de l'Arabie saoudite, et puis avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Et c'est quelque chose qui sont très très importants pour la stabilité de la région. Ces deux pays, ces deux grands pays, des pays qui ont de l'histoire, qui ont des forces qui permettent à deux pays d'avoir un rôle important dans la région pour contrôler cette région. Et en même temps, les relations économiques aussi sont très importantes pour les deux pays. Nous avons comme objectif de faire en sorte de stabiliser la région. Oui. Et de développer cette région pour l'intérêt des deux peuples et pour tous les peuples de cette région. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Reza Shahata. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, retour au dossier des Émirats arabes unis. Et justement, je rappelle que les Émirats arabes unis sont membres de l'ONU depuis la fondation du pays en 1971 et n'ont occupé qu'une seule fois un siège au Conseil de sécurité en 1986-1987. Pour rappel, les États membres des Nations unies réunis en Assemblée générale ont élu vendredi dernier les Émirats arabes unis pour siéger au Conseil de sécurité des Nations unies aux côtés, justement, je vous le rappelle, de l'Albanie, du Brésil, du Gabon et du Ghana pour le mandat 2022-2023. Les Émirats arabes unis sont l'un des 5 pays élus vendredi par l'Assemblée générale des Nations unies pour siéger en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour les 2 années 2022 et 2023. Les autres pays élus sont le Brésil, l'Albanie, le Gabon et le Ghana. Selon l'agence de presse d'État WAM, la campagne des Émirats arabes unis pour l'adhésion au Conseil de sécurité était fondée sur son engagement à promouvoir l'inclusion, à stimuler l'innovation, à renforcer la résilience et à garantir la paix à tous les niveaux. Le pays a affirmé sa ferme conviction en l'importance de jeter des ponts afin de renforcer les relations entre les membres du Conseil de sécurité et de regagner la confiance des États membres dans la capacité du Conseil à répondre efficacement aux grands défis, à la paix et à la sécurité internationale. Cheikh Abdallah Ben Zayed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, a affirmé que les Émirats étaient toujours prêts à assumer leur part de responsabilité face aux défis mondiaux urgents en coopération avec la communauté internationale. Il a ajouté que cela a été la principale motivation de leur campagne pour rejoindre le Conseil de sécurité.
Le chef de la diplomatie émirati a poursuivi que les Émirats s'étaient engagés dans une action multilatérale dans le respect du droit international et la Charte des Nations Unies depuis leur création et que le pays continuerait d'adhérer à ces principes pendant son mandat au Conseil de sécurité. Il s'est dit convaincu que leur histoire et leur rôle de partenaire et de médiateur fiable leur permettraient d'apporter une contribution efficace au cours des 2 années durant lesquelles les Émirats siégeaient au Conseil de sécurité. Il a fait savoir qu'ils étaient conscients de la grande responsabilité associée à l'adhésion, de l'importance des défis auxquels le Conseil de sécurité est confronté. Les Émirats arabes unis s'efforceront de maintenir la paix et la sécurité internationale avec détermination et persévérance, a affirmé le chef de la diplomatie émirati. Lana Zaki Nosebe, représentante permanente des Émirats arabes unis auprès de l'ONU, a quant à elle souligné que le rôle de son pays au Conseil de sécurité découle de leur conviction que leurs valeurs et leurs principes peuvent aider à progresser vers leur objectif commun de paix et de sécurité internationale. Madame Nosebe a également ajouté qu'au cours des 2 années où ils siégeraient au Conseil, leur équipe à New York, à Abu Dhabi et à travers le monde entier travaillerait de manière constructive avec leurs collègues des États membres de manière à surmonter les divisions et faire des progrès concrets pour résoudre les graves défis du renforcement de la résilience au changement climatique, à la lutte contre les crises sanitaires et les épidémies mondiales et l'exploitation du potentiel de l'innovation afin de parvenir à la paix. Rappelons que les Émirats arabes unis ont rejoint l'ONU en 1971, l'année de la fondation du pays. La seule fois où le pays a déjà siégé au Conseil de sécurité, c'était en 1996-1987. Voilà, je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli vendredi dernier à Sharm el-Sheikh le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'occasion certainement de parler des relations bilatérales, mais aussi d'évoquer les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Voici un compte-rendu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée. Je vous laisse justement en fait avec ce commentaire et demain une nouvelle édition de Direct. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohammed Zaki. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de construire un nouveau port maritime à El Max entre les ports d'Alexandrie et El Dekhila. Le chef de l'État demande à renforcer le rôle du secteur privé en tant que partenaire important de la croissance économique et à éliminer tout obstacle afin de consolider ce rôle. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour que l'Égypte prenne en charge le paiement des contributions annuelles des pays les moins avancés à l'Organisation pour le développement de la femme qui compte 22 pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le président Abdel Fattah el-Sisi ordonne de fournir le soutien nécessaire à l'expansion des opérations de transplantation rénale qui sont le meilleur traitement pour les patients atteints d'insuffisance rénale afin de soulager leurs souffrances et d'améliorer leurs conditions de vie. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le projet du jardin des collines de Fustat dans le Caire historique, le plus grand au Moyen-Orient, établi sur une superficie de 500 fédans. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les travaux d'un certain nombre de projets lancés par l'autorité de l'ingénierie militaire au niveau de la République, notamment de la ville d'El Galel, la nouvelle capitale administrative, la ville de Marabit pour les chevaux, ainsi que le nouveau siège de la bourse et la cité internationale de l'automobile.
Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue un appel téléphonique à la présidente de la République unie de la Tanzanie, Mme Samia Hassan, pour lui renouveler ses félicitations après avoir pris ses fonctions et lui souhaitant ses meilleurs vœux de succès dans l'exercice de ses fonctions. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec son frère, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, à Sharm el-Sheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les chefs des cours constitutionnelles et suprêmes africaines participant à la 5e conférence des cours constitutionnelles africaines organisée par la Cour suprême constitutionnelle égyptienne.